C'est Bam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis très content de vous faire cette vidéo, une interview. Enfin les interviews reviennent sur ma chaîne. Et là c'est pas avec n'importe qui, c'est avec Joy de la chaîne Fagoren. Donc elle va un peu vous expliquer ce qu'elle fait en général et son contenu. Vous pourrez le retrouver sur sa chaîne bien sûr, sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. Donc comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram. Donc ça s'affiche ici. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais. Vraiment, j'attends à vous un maximum de commentaires. Toutes les questions que vous pouvez poser au niveau de son aventure en Chine, de ses expériences et de sa personne, n'hésitez pas à le faire dans la barre des commentaires. Et voilà, j'espère vraiment que vous allez aimer beaucoup cette vidéo. Et vous retrouverez aussi une vidéo sur sa chaîne YouTube qui concernera autre chose et je vous invite à aller la voir aussi. Donc Joy, voilà, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à l'audience et à ma communauté? Bien sûr. Moi je m'appelle Joy, j'ai 25 ans. Je suis française, donc à la base j'ai aucun lien avec la Chine. Mais je suis interprète traductrice professionnelle en chinois, anglais, français. Je suis du coup la créatrice de la chaîne YouTube Fagoren, donc chaîne YouTube que j'ai créée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, donc qui parle de la culture chinoise et de la langue chinoise. Et voilà, rien de plus, je pense que c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup d'informations et ça montre en fait que voilà, il y a beaucoup de Français qui s'intéressent à la culture chinoise en général et d'autres Français aussi qui parlent comme Joy extrêmement bien la langue et qui ont fait leur métier. Donc ça c'est vraiment intéressant pour vous. Si vous vous demandez comment est-ce que je peux transformer parfois ma langue que j'apprends en chinois en objectif, en vie, un projet de vie ou voilà beaucoup de choses. Donc c'est sur ça que je vais beaucoup poser de questions. Et je sais aussi que mon audience, vous aimez beaucoup ce qui est lié aussi à la vie étudiante. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie pour ça d'ailleurs. Et moi, en vous partageant un peu ma vie étudiante en Chine, je pense que si c'est super d'avoir un autre témoignage d'une personne qui a vécu encore plus longtemps que moi en Chine et qui pourrait vous partager des astuces et des conseils et des anecdotes par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux reconstituer un peu ton voyage en Chine? Oui. En quelle étape ça s'est un peu passé? Qu'est-ce que tu as pu faire par rapport à ça? Donc du coup, c'est ça que j'avais oublié de dire dans ma présentation, c'est que j'ai vécu 3 ans en Chine du coup. D'accord. Alors, à la base, en fait, je suis partie pour 1 an en Chine. Donc c'était à la suite de ma licence, j'ai fait une licence de langues étrangères appliquées anglais-chinois. Et à la suite de ça, j'ai voulu partir en Chine pour faire 1 an de chinois intensif, pour vraiment améliorer mon niveau, pour avoir à la fin de l'année, je l'espérais, un excellent niveau, pour pouvoir après faire un master d'interprétation, puisque je voulais être interprète. C'était un projet bien défini dans ma tête. Donc j'ai décidé de partir pour 1 an et c'était génial, enfin, j'ai adoré. Et à la fin de cette année, en fait, je sais pas pourquoi, ça s'est un petit peu fait par hasard, mais je suis allée visiter du coup mon université suivante. J'ai vu qu'il y avait un master en interprétation et la personne m'a dit en fait vous pouvez encore déposer votre candidature pour septembre, donc faites-le. Du coup je me suis dit bon je vais tenter, mais je pensais pas du tout retourner en Chine ou quoi que ce soit, mais je me suis dit bon au moins je saurais un petit peu comment ça se passe et puis pour l'année prochaine éventuellement je pourrais revenir en Chine. Et en fait j'ai passé tous les examens entre guillemets de sélection, j'ai été prise. Et du coup, du jour au lendemain, en plein été, je savais que je repartais en septembre, donc ça a été un branle-bas de combat, mais du coup je suis restée en tout 3 ans finalement, alors que j'étais partie pour 1 an à la base. Justement, quel a été ce petit tilt, ce coup de cœur que tu as eu, qui t'a dit « Ah, je veux rester plus longtemps en Chine en réalité, c'est ce qui me correspond, il faut que je reste plus longtemps, il faut que… » Quel a été le coup de cœur pour toi par rapport à ce moment-là? En fait, c'est même pas un coup de cœur, ça s'est fait un petit peu par hasard. Après, je me suis dit, finalement, si je trouve un master, puisque je voulais être interprète en chinois, en Chine, c'est plus logique que de le faire en France où personne parle chinois. Donc c'était plus une vraie opportunité pour toi en fait. Mais après, j'ai vu l'opportunité vraiment, je me suis dit, c'est quand même mieux de dire, voilà, je suis interprète en chinois et j'ai fait mon master en Chine que d'avoir fait mon master en France. C'est beaucoup plus c'est crédible, voilà, tu as vécu dans le pays et puis vivre dans le pays ça va forcément t'aider à comprendre bien la culture, parce qu'en fait c'est vrai qu'on fait un master en France, et bien certes on apprend la langue, on apprend aussi un peu la culture, mais ça sera jamais autant que dans le pays, j'imagine. Oui, clairement, et c'est aussi pour ça que moi j'avais décidé de partir, parce que
J'avais appris énormément pendant ma licence. Enfin, j'ai fait 3 ans de licence où le chinois, enfin, c'était l'une de mes matières principales, on en faisait mais vraiment tout le temps. Du coup, j'avais acquis un certain niveau quand même, mais finalement, avant de partir en Chine, je savais que c'est difficile aussi de débloquer la parole, d'avoir ce déclic qui te permet de parler vraiment couramment le chinois. Et c'est vraiment là-bas que finalement j'ai réussi à améliorer mon niveau et tout ça, quoi. Donc pour moi, c'était une vraie opportunité. Et après, je suis restée 3 ans aussi parce que j'ai adoré ma première année là-bas, j'ai adoré le pays et voilà, je ne serais pas restée sinon, évidemment. D'accord, donc par rapport à ta vie étudiante quand tu étais dans le campus, etc. D'ailleurs, est-ce que même tu vivais dans le campus ou tu as décidé de vivre à l'extérieur du campus? Alors moi, j'avais fait le choix d'habiter à l'extérieur du campus puisque je me suis dit, si je pars à 9000 km de chez moi, finalement, autant vivre l'expérience à fond. Autant se dire que je vais être entourée que de Chinois. Ouais. Donc j'ai pas eu envie de prendre une coloc avec d'autres étrangers ou français. J'ai pas eu envie d'habiter à la fac où je savais que justement tous les étudiants étrangers habitaient aussi. Donc je me suis dit non, je vais prendre un appart dans une résidence chinoise où il y aura que des Chinois et comme ça je pourrais parler que chinois, enfin j'aurais pas le choix, quoi. Ça c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire puisque c'est ce que j'avais parlé de ça dans l'une de mes dernières vidéos qui était par rapport à l'immersion justement, l'immersion active que je peux avoir dans un pays. Et effectivement ce qui est vrai c'est que pas mal d'étudiants quand vous allez vous rendre en Chine, vous aurez vraiment le choix de voir si vous pouvez vivre avec des étudiants français, américains ou d'autres pays ou vivre avec des Chinois. Et là ce que tu as fait comme choix, je trouve que c'était super parce qu'en fait ça te force vraiment à être qu'avec les Chinois en fait, t'as pas le choix en fait, c'est-à-dire que tu es obligé de pratiquer constamment. Et je trouve que c'est la meilleure chose à faire quand on se rend dans un pays si on veut vraiment apprendre la langue. Donc vraiment le fait d'avoir vécu dans une résidence, donc c'est à dire que tu partages ta résidence avec d'autres Chinois ou bien vous voyez assez régulièrement, comment ça se... Alors d'abord je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit avant, enfin, c'était pour moi une immersion parfaite parce que vraiment ça change quand même les choses d'être entouré seulement de Chinois, de pas avoir le choix que de devoir se débrouiller aussi pour les choses quotidiennes de la vie, des choses un peu bêtes entre guillemets, mais juste demander à quelqu'un comment payer ses charges d'électricité, mine de rien voilà, ça nous fait apprendre du vocabulaire utile, vraiment pas le vocabulaire qu'on peut avoir dans les livres dont on se fout un peu parfois, mais c'est vrai. Là le vocabulaire de la vie de tous les jours. Et moi j'avais un appart donc que je partageais pas, qui était mon appart. Et après, par contre, c'était dans un immeuble où il y avait plein d'appartements chinois. Et donc, je sais pas si certains ont vécu justement dans ce genre de résidence, mais les gens sont souvent dehors, sont souvent, voilà, il y a des petits parcs en bas de la résidence, il y a des installations sportives, il y a plein de choses qui font que les gens se rassemblent, se réunissent en bas. Et du coup, souvent on les croise et puis en plus étant la seule étrangère de la résidence, souvent on m'attendait aussi pour me parler parce que les gens étaient intrigués. Donc c'était encore un plus pour moi. Justement, par rapport à ça, tu t'es senti intégré rapidement avec tous ces Chinois quand tu étais là-bas. Est-ce qu'il y avait une barrière? Parce que souvent on parle de ça quand on va en Chine, il y a une certaine barrière entre les étrangers et les Chinois. Bon, toi tu parlais déjà quand même la langue un peu, donc ça devait aller quand même. Mais qu'est-ce que tu pensais de ça justement en termes d'intégration? Ça va conseil à donner au niveau de l'intégration dans un campus chinois, à l'université Alors, justement, tu dis que je parlais la langue. Oui, ouais. je pensais que je parlais la langue, on va dire. Non, mais c'est toujours... J'avais fait 6 ans de chinois quand même avant de partir. Ouais. Et quand je suis arrivée... Il y a un choc. Ouais, bon, enfin, de toute façon, comme il y a un choc culturel avant même la langue, je pense que c'est déstabilisant aussi après pour parler. Mais c'est sûr que le premier taxi que tu prends à l'aéroport, le chauffeur qui vient d'une province paumée de la Chine, qui parle pas un mot de mandarin, oui, ça te le fout en pleine tête et tu te dis ah oui ça va être compliqué quoi, les 1 an ici et au début tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, enfin moi je me suis un petit peu demandé quand même pourquoi j'étais partie toute seule comme ça dans ce pays et que je me retrouvais là, mais bref, ça c'est vraiment la première semaine quoi, on va dire. C'est sérieux. Après par rapport à l'intégration, au début justement dans ma résidence, je me sentais un peu à l'écart, mais je pense que c'était aussi moi-même qui me mettais à l'écart, si je peux dire, parce que justement comme je suis étrangère, je savais aussi que ça intriguait les gens, donc je savais qu'il y avait un petit peu cette relation
un peu limite d'être une bête de foire quand tu rentres chez toi. L'exotisme de la résidence, la nouvelle arrivante. C'est ça, voilà. Donc tu te dis un peu bon, c'est cool qu'on m'attende à chaque fois que je rentre chez moi, mais bon, il y a des jours où t'as pas envie de parler, il y a des jours où bien voilà. Sûr, bien sûr. Donc après c'est particulier, mais ce que j'ai retenu de tout ça, c'est quand même l'hospitalité, enfin vraiment l'accueil finalement qui m'a été réservé, quoi. Il y a un vrai accueil, hein. Moi j'ai vu ça en Chine, franchement même si vous parlez pas très bien chinois, en général les Chinois sont quand même un effort quand même envers vous, hein. Ils vont quand même essayer de vous aider, et puis ils vont toujours essayer de vous trouver une solution en fait. En général, moi c'est le sentiment que j'avais eu quand j'étais à Shenyang. Moi ce qui est différent, c'est que pour un peu situer, moi j'étais dans le nord-est et puis toi tu étais dans le sud. Oui, donc c'est pas du tout pareil, hein, en termes d'environnement, de langue et etc. Mais après c'est vrai que quand même beaucoup de Français sont attirés par le sud de la Chine. Moi c'est le ressenti que j'ai en tout cas au niveau de Shanghai, au niveau de toutes les régions dans le sud qui sont vraiment plus clémente, plus intéressante et même une meilleure température. Qu'est-ce que tu pensais quoi par exemple de la température là-bas, du climat? Qu'est-ce que tu as pu justement faire durant ta vie universitaire? Et justement, quel était ton emploi du temps? Est-ce que tu avais quand même du temps pour faire des activités à l'extérieur ou voilà, justement comment ça se passait? Le climat à Shanghai, bon, c'est pas le climat idéal, on va dire, je trouve, mais il fait très chaud l'été, très humide, il pleut beaucoup, donc ça c'est pas le top, on va dire. Et l'hiver après il peut faire assez froid, mais dans l'ensemble, bon oui, j'imagine que c'est quand même plus doux que Pékin. Enfin, surtout pour y être allé, oui, j'imagine pas, en fait je sais que c'est plus doux que Pékin malgré tout. Mais après, bon, le climat, c'était pas mal. Je veux dire, on s'y fait à tout de toute façon. Par rapport à mon emploi du temps, la première année, j'avais pas mal de temps libre. En fait, on avait des demi-journées de cours de chinois, tout en chinois d'ailleurs. Et ensuite, on avait à peu près l'autre demi-journée pour travailler, justement, réviser ce qu'on avait fait, puisque le lendemain, on continuait, on enchaînait. Donc il fallait connaître ce qu'on avait appris la veille. Donc j'avais beaucoup de temps libre, mais beaucoup de temps libre qui était censé être quand même dédié au travail et voilà, et au chinois. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que j'avais le temps de travailler mon chinois et j'avais le temps aussi, voilà, de sortir et justement d'aller dans n'importe quel endroit pour parler chinois. Justement, j'essayais de le faire. Et après, l'université a organisé quelques voyages aussi autour de Shanghai, donc ça c'était cool de partir aussi avec tous les autres, faire un mini voyage, un petit week-end, voilà. Donc j'ai eu l'opportunité de voyager un petit peu. Je vois, et donc ton immersion continuait en dehors du campus, hein. Quand tu sortais, justement, quand tu disais quand tu sortais, tu allais rencontrer des Chinois, enfin tu sortais avec des groupes de Chinois, comment ça se passait au niveau de ceux-là, ou là c'était encore un peu plus restreint, où tu restais quand même avec quelques étrangers, comment tu as pu... Alors, la première année, comme j'étais en cours de chinois, c'était un cours seulement de chinois, il n'y avait que des étrangers avec moi, il n'y avait pas forcément, il n'y a pas de Chinois qui vont apprendre le chinois. Bien sûr. Donc c'était que des étrangers et du coup j'étais avec ces étrangers, parfois on sortait et on allait, j'en sais rien, faire du shopping, mais en fait tout est bon à prendre puisque tu te dis peu importe où que j'aille, tout le monde va parler chinois, tout le monde est chinois. Donc j'avais une bonne amie avec elle, on allait parler chinois justement avec des Chinois quoi. L'après-midi on se baladait n'importe où et puis on parlait, même si on s'en foutait, on racontait notre vie ou on racontait ce qu'on avait appris le jour même. Mais voilà, après la deuxième et troisième année par contre j'étais en master et je n'étais qu'avec des Chinois cette fois dans mon master. J'étais la seule étrangère et du coup là oui, par contre après l'immersion continuait, j'étais tout le temps avec eux. On travaillait ensemble après les cours, on mangeait ensemble, souvent on sortait faire des activités ensemble, donc là c'était l'immersion totale. Très bien. Puis tu as deux anecdotes marquantes, positives et négatives à donner, surtout voilà, par rapport à la vie étudiante que tu as eue là-bas. Alors, qu'est-ce que je pourrais raconter? Quelque chose qui t'a marqué, qui t'a vraiment marqué, Bon alors, en termes d'anecdotes, c'est juste que quand on est la seule étrangère dans une classe avec des Chinois, c'est assez drôle. Enfin, on voit vraiment les différences culturelles là pour le coup. Et donc on se rend compte de plein de différences qu'on n'avait pas forcément remarquées. Je sais pas moi, il y a un des trucs qui m'avait marqué, c'est que ils gardaient toujours leur manteau à l'intérieur. Ils enlevaient jamais leur manteau. On arrivait le matin et puis
eux, ils enlevaient pas leur manteau, quoi. Ils restaient couverts comme s'ils étaient prêts à partir à n'importe quel moment. Donc ça m'avait toujours fait rire parce que je me suis dit, ah oui, vraiment, tu veux partir quoi de la classe. Enfin, c'est un peu bizarre pour des Français. Ouais. Et après, la timidité, beaucoup. Alors ça, ouais, ça c'est vrai que la timidité, effectivement, les Chinois, c'est pas les personnes les plus, on va dire, qui vont venir vers vous rapidement, qui vont faut quand même un peu briser la glace, je pense. C'est ça. Et il faut briser la glace aussi, enfin pour devenir amis, pour avoir une relation avec quelqu'un, mais aussi en cours, je les voyais, ils étaient vraiment très timides. Donc quand le prof posait une question, ils faisaient un peu comme quand on n'a pas envie de répondre, regarder tous les endroits de la classe sauf le prof, essayer de se faire super discret. Alors qu'en Europe, en France, on est plus, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense en fait. En réalité, on lève très vite la main, parfois on lève pas la main. On est plus encouragé en tout cas à faire ça. C'est ça, c'est vrai. Je pense que c'est le sentiment. En fait, moi je trouve qu'il y a quand même un certain paradoxe quand même en Chine, puisque effectivement, comme tu l'as dit, en cours, les élèves chinois auront tendance à moins poser la parole, à moins demander la parole, à moins parler. Mais la proximité avec le professeur est meilleure qu'en France. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est assez étonnant, parce que nous en France en général ça s'arrête à professeur-élève. Mais je vois que les Chinois vraiment, il y a un sentiment un peu de protection du professeur envers leurs élèves, et ils prennent un peu comme, je sais pas, ils s'appellent par exemple Datier ou voilà, comme ça, ils s'appellent comme ça. Ils s'appellent pas genre monsieur, madame. Datier qui veut dire grande sœur ou voilà, vraiment, ils s'appellent vraiment d'un sens de proximité. Mais d'un côté, ils ont une nature assez réservée. Je te rejoins dessus. Oui. Et c'est marrant justement que tu parles de proximité, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine proximité et en même temps il y a un respect, je trouve, beaucoup plus important qu'en France envers le professeur. Ouais. Et je pense que c'est aussi grâce à ce respect qu'il y a de la proximité, parce que de toute façon les profs savent que les élèves vont les respecter même s'ils sont assez proches, assez protecteurs. Donc moi j'avais bien aimé ça parce que ça encourage aussi à mieux étudier, je trouve. C'est vrai, parce que tu te sens encouragé, tu sens qu'on te pousse, et puis le chinois c'est pas quelque chose de facile, hein. Le chinois c'est bon, il faut être courageux, pour s'enseigner dans la langue chinoise, mais c'est une langue comme une autre, hein. On a l'exemple ici, hein, avec Joy qui a vraiment beaucoup travaillé le chinois, hein. Justement, ton niveau chinois, tu te situerais à quel niveau maintenant aujourd'hui Aujourd'hui, en fait c'est difficile parce que pendant ma première année en Chine, j'ai passé le HSK 4 et le HSK 5. D'accord. Après niveau ça, B2, C1, c'est voilà. Ça, hein, à peu près. D'accord. Oui, il me semble. Ouais. Après, j'ai encore passé 2 ans en Chine après ça, où j'ai fait vraiment le master d'interprétation, où c'était vraiment un niveau très élevé. Voilà, je me dis que oui. Ouais. Après, j'ai pas voulu passer le HSK 6 parce que je pensais que ça ne servirait pas à grand chose finalement, parce que en France, les personnes connaissent pas forcément le niveau HSK. D'accord. Donc je l'ai pas repassé, mais bon, je pense oui maintenant que mon niveau est au-delà du HSK 6, parce que j'ai appris à parler de tellement de sujets différents en fait, parce que quand on est interprète on doit savoir parler vraiment de tout, et du jour au lendemain on m'appelle et on me dit ah bah demain on a une conférence sur la blockchain, et voilà, et je parle de la blockchain en chinois, donc c'est particulier quoi. Et comment c'est quoi le sentiment d'avoir, parce que j'imagine que tu dois parler anglais en général aussi, ça fait quoi d'avoir ton cerveau qui switch entre plusieurs langues comme ça, chinois, anglais, français? C'est devenu très naturel pour toi J'ai toujours été fasciné par ça en fait, le fait de changer de langue, parce que quand tu changes de langue, tu changes de ton expression faciale, tu changes ta gestuelle, enfin c'est quoi ton sentiment par rapport à ça justement? C'est vrai que tu changes du tout au tout quand tu parles une autre langue, je suis entièrement d'accord. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je trouvais important d'aller dans le pays, parce que justement tu prends les habitudes linguistiques des autres personnes, mais aussi les habitudes physiques quand ils parlent. Et c'est super bizarre finalement de se voir parler une autre langue et de se dire ah, mais ça me ressemble pas tellement, parce que j'ai changé, enfin je me suis adaptée un petit peu à ça, donc finalement c'est plutôt bien pour moi. Mais maintenant, pour changer de langue, si c'est chinois français ou anglais français, ça va, parce qu'il y a une des 2 langues qui est quand même ma langue maternelle, donc j'ai pas trop de mal. Mais quand ça commence à être, enfin bon, ça m'arrive très rarement, mais bon, parfois dans des situations inattendues, je dois parler chinois et anglais par exemple, ou traduire ou quoi, et là ça commence à vraiment devenir compliqué. Mais le cerveau s'habitue,
Après, si je l'interprète pendant longtemps, parfois ça peut m'arriver de me tourner vers la personne française et de lui parler en chinois et d'être en mode ah non, pardon, du coup c'est pas vous, c'est l'autre côté. Enfin, parfois on brille un peu, mais c'est normal, on n'est pas des robots. Ouais, c'est ça, parce que surtout dans l'entrepreneuriat, je me sens qu'il y a beaucoup aussi l'espace aux émotions. Enfin, quand on interprète, j'imagine qu'il faut aussi interpréter les émotions de la personne, puis c'est très subtil comme... on vous apprend ça aussi pendant le cursus, on vous a aussi appris ça un peu... C'était une grosse partie du cursus de savoir s'exprimer comme la personne l'a fait, de faire passer le même message, c'est ça qui est le plus important. Nous, on travaille pas avec les mots, on travaille vraiment avec le sens. Et du coup, pour moi, ça m'a aidé aussi avec le chinois parce que quand on se raccroche aux mots, finalement, on se dit « Ah mais ce mot je le connais pas, ce mot je le connais pas » et on n'arrive pas à voir le positif de l'apprentissage, on n'arrive pas à voir ce qu'on connaît vraiment. Et ça nous encourage pas. Alors que quand on se dit le sens, on se dit ah mais finalement je peux le dire autrement, je peux utiliser d'autres formules, d'autres mots que je connais et qui vont me permettre d'exprimer mon opinion même plus simplement, mais c'est pas un problème. Parler une langue, c'est pas juste s'exprimer comme tu l'as dit, c'est vraiment tout ce que ça a autour et aussi au niveau culturel, de vraiment s'imprégner de la culture, d'où l'importance, moi ce que j'encourage vraiment à tous ceux qui apprennent le chinois, de faire au moins un voyage en Chine, voire plusieurs voyages. Moi voilà, quand vous verrez cette vidéo je serai sans doute en Chine et donc vraiment voilà, faire des voyages, je trouve que c'est vraiment très enrichissant sur ce point là. Aussi par rapport aux étudiants qui me regardent, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiantes aussi qui me regardent, je reçois beaucoup de messages sur Instagram, on me pose des questions et beaucoup d'étudiants aussi appréhendent un peu le fait d'aller dans un pays qui est vraiment totalement différent et surtout seul comme tu l'as fait. Qu'est-ce que en tant qu'étudiante française, fille française, les yeux clairs, les cheveux, voilà, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'a... Tu t'es senti à l'aise? Est-ce qu'un jour, tu t'es senti mal à l'aise par rapport à ça? Ou des Chinois qui étaient un peu étranges par rapport à ta personne? Comment tu pourrais rassurer un peu les étudiants qui partiraient seuls en Chine? Non mais je suis contente que tu poses cette question. Parce que moi, j'avais aucune idée avant de partir en Chine de comment ça allait être. Et je suis partie toute seule et bon, quand on arrive là-bas, voilà, c'est le choc. Et au début, j'avais peur. Enfin, je me suis dit, ah, mais toute seule, c'est tellement grand, sortir dans la rue comme ça. Enfin, au début, oui, ça fait une drôle d'impression. Mais en fait, c'est parce que je connaissais pas assez bien le pays. Et après, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte, mais au contraire, les gens sont tellement bienveillants, sont tellement bien intentionnés envers les filles, justement, encore plus. Enfin, vraiment, j'ai pas eu une seule seconde peur comme je pourrais avoir peur à Paris ou en France, à d'autres endroits. Je me suis sentie tellement en sécurité que c'est le point que j'ai préféré quand j'étais en Chine. Toujours sa Joy, et elle a vécu là-bas pendant un très bon moment, donc je pense que vraiment il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. La dernière question que j'ai à te poser au niveau de cette interview, c'est pourquoi est-ce que du coup tu es revenu en France? Parce qu'on a pu voir dans cette vidéo que tu aimais beaucoup le pays. Qu'est-ce qui t'a fait revenir du coup ici et rester pour le coup? Donc on pose souvent cette question. J'ai décidé de rentrer parce que j'avais terminé mes études et que j'ai pensé que je trouverais plus facilement du travail en France qu'en Chine. Parce que dans mon domaine, je pense qu'il y avait beaucoup de Chinois qui parlaient déjà français et je pense qu'ils auraient eu la priorité sur moi, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs puisqu'ils sont dans leur pays et puis je peux comprendre qu'on donne la priorité à quelqu'un qui vient aussi du même pays que nous. Mais du coup, je me suis dit que ce serait plus facile pour moi de rentrer, surtout que je voulais exercer en tant qu'auto-entreprise et que bon, en Chine, ça aurait été un peu compliqué en termes de visa. Donc ça, c'était une première raison. Et la deuxième raison, c'est que la France me manquait quand même. La nourriture, l'art de vivre à la française, il y avait plusieurs choses voilà, qui me manquaient et que j'avais envie de retrouver aussi. Donc les différences culturelles sont parfois pesantes et là, au bout de 3 ans, j'avais aussi envie de retrouver un pays qui avait la même culture que moi. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on grandit dans un pays qui est assez multiculturel et qu'on se trouve dans un pays qui est uniculturel quasiment, je parle en termes d'homogénéité au niveau de la population, pas forcément en termes de culture, parce que la Chine a beaucoup de cultures différentes, mais en termes d'homogénéité, voilà, que beaucoup de personnes c'est quand même la majorité asiatique, que des asiatiques, donc forcément des individus qui sont très différents de nous.
J'imagine que parfois, quand on a grandi dans ce contexte-là, c'est difficile aussi de rester dans un pays comme celui-là pendant très longtemps, une très longue durée, c'est ce que je pense. Et je partage ton avis avec toi, même si je pense que moi, j'ai pas encore eu autant d'expérience que toi en Chine. Mais je pense que la finalité sera la même. Je pense pas rester dans le pays, m'éterniser là-bas non plus, puisque voilà, il y a toujours des attaches qu'on a envers nos pays d'origine. Donc merci beaucoup encore pour cet dernier témoignage à ce niveau-là. Et le fait d'expliquer pourquoi c'est important aussi de comprendre que certes on est dans un pays, certes on a vu la différence culturelle, on a vu comment les gens se comportaient, on a vu un différent style de vie. Mais voilà, quand on grandit avec deux styles de vie différents aussi, parfois il y a un choc et parfois les chocs culturels peuvent être aussi pesants comme tu l'as aussi dit. Je te remercie énormément pour cette vidéo, Joy, vraiment ça fait vraiment beaucoup plaisir. Hein. Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo qui est assez longue, hein, mais vraiment ceux qui ont eu le courage de regarder jusqu'au bout, et on vous remercie. Et vous n'allez pas être déçus parce que comme j'ai dit en début de vidéo, il y aura une deuxième partie sur sa chaîne YouTube. Et puis même sa chaîne YouTube, allez visionner ses vidéos, elle a beaucoup de vidéos. Et puis quand vous aurez fini de regarder toutes ces vidéos, vous n'aurez plus aucune question sur la Chine, selon moi. Puisque c'est tellement complet que franchement, vous n'aurez aucune autre question à mon sens quand vous regarderez sa chaîne. Donc c'est vraiment super et elle mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés. Franchement, c'est fou. Enfin, pour moi, elle a vraiment résumé plein de choses. Donc allez vraiment vous abonner à sa chaîne, partager son contenu, vraiment faire le maximum à ce niveau-là. Et bien sûr, abonnez-vous à ses réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, vraiment tout ce qu'elle peut vous proposer. Et je savais que tu fais une formation aussi, une formation que tu proposes au niveau du chinois. Oui, j'ai plusieurs formations, donc voilà, vous pourrez aller voir. Allez regarder ces formations et puis abonnez-vous à ma chaîne, hein, comme d'habitude, hein, abonnez-vous à mon Instagram. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bye. Au revoir.